La situation en Iran atteint un point de rupture historique et critique, marqué par une fracture interne sans précédent qui menace de dégénérer en un conflit régional de grande ampleur, selon les informations recueillies. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a ouvertement déclaré la guerre au commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, accusant ce puissant corps d'élite d'avoir délibérément saboté la table des négociations menées par le gouvernement civil, et ce, avec un retentissement considérable. Face à ce qu'il perçoit comme une trahison flagrante des intérêts diplomatiques de la nation, le président Pezeshkian tente désormais de reprendre le contrôle total de la gouvernance du régime. L'élément déclencheur de cette crise interne majeure remonte à un moment critique où le président iranien s'efforçait précisément de sauver des négociations diplomatiques cruciales. Cependant, au cours de ces heures décisives, le CGRI a pris l'initiative unilatérale d'escalader les tensions en mer, menant des attaques contre des navires commerciaux, avant de franchir un cap rouge en tirant des missiles en direction des Émirats arabes unis, le tout sans en informer au préalable le gouvernement civil de Téhéran. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les Émirats arabes unis réclament désormais vengeance, et l'Arabie saoudite s'est officiellement rangée à leur côté. Avec la violation du cessez-le-feu par l'Iran le 4 mai dernier, une véritable guerre civile de facto a éclaté concernant la gouvernance du régime, tandis qu'à l'extérieur, le monde arabe unit ses forces en vue de préparer une frappe coordonnée contre l'Iran. Les observateurs s'accordent à dire que la guerre est de retour dans la région, et cette fois, elle s'annonce d'une ampleur bien plus vaste et impitoyable que les conflits précédents. Selon un rapport détaillé diffusé par Fox News le 4 mai, le CGRI a qualifié ces attaques de préemptives, justifiant son action par la conviction que les États-Unis allaient de toute façon attaquer et qu'il était donc nécessaire de frapper en premier. Toutefois, cette explication a été catégoriquement rejetée par le président Pezeshkian. D'après un rapport d'Iran International daté du 5 mai, Massoud Pezeshkian a fermement condamné les attaques du CGRI contre les Émirats arabes unis, les décrivant comme de la folie pure et un acte totalement irresponsable. Il a lancé un avertissement sévère concernant les conséquences potentiellement irréversibles d'une telle initiative militaire non coordonnée. Ce qui est particulièrement notable dans cette prise de position, c'est que le président Pezeshkian ne s'est pas contenté de critiquer les tactiques employées par le CGRI. Il a commencé à remettre en question fondamentalement l'ensemble de la posture stratégique du corps des gardiens de la révolution islamique. Dans la foulée, il a exigé la tenue d'une réunion d'urgence et a adressé des critiques extrêmement sévères au commandant en chef du CGRI, le général Ahmed Vahidi. Le président a exigé sans équivoque le retour de l'autorité exécutive à la gouvernance civile. Selon les informations rapportées par Iran International, le général Vahidi et les hauts commandants du CGRI ont directement et ouvertement rejeté cette demande du chef de l'État. Ce rejet massif indique que le fossé qui sépare la gouvernance civile de la branche militaire en Iran est devenu trop profond pour être dissimulé plus longtemps aux yeux du monde. L'analyse de la situation révèle une fracture stratégique totale. Alors que le président Pezeshkian se fait l'avocat de la diplomatie pour résoudre les tensions, le CGRI impose la guerre par ses actions sur le terrain. Tandis que le président multiplie les appels, décrits comme quasi désespérés, pour que le régime n'attaque pas ses voisins du Golfe, le CGRI a agi exactement dans la direction opposée, précipitant une crise régionale majeure. C'est précisément ce mouvement incontrôlé du CGRI qui a brisé la patience, accumulée de longue date, des États arabes du Golfe. Pendant des années, ces États avaient fermé les yeux sur les agissements criminels de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Ils avaient tenté de créer leurs propres itinéraires de contournement par des solutions pacifiques, et ils y étaient parvenus au prix d'investissements colossaux. Des infrastructures valant des milliards de dollars, telles que le pipeline Adcop des Émirats arabes unis et la ligne Yanbu de l'Arabie saoudite, avaient été construites dans le but explicite de contourner totalement le détroit d'Ormuz et ainsi réduire leur dépendance vis-à-vis de cette zone sous tension. Cependant, l'Iran a une nouvelle fois frappé l'atout le plus sacré des États arabes du Golfe,
Le terminal pétrolier de Fujairah a été la cible d'attaques et a pris feu. Ce terminal revêtait une importance stratégique capitale, car il constituait la seule voie de contournement majeure permettant aux Émirats arabes unis d'exporter leur pétrole sans avoir à passer par le détroit d'Ormuz, une infrastructure que l'Iran a délibérément ciblée pour maximiser l'impact économique et stratégique. Selon une déclaration officielle du ministère de la Défense des Émirats arabes unis, publiée le 5 mai, les systèmes de défense ont intercepté un total impressionnant de 549 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et 2260 drones aériens, UAV, au cours de cette attaque massive. Le bilan humain fait état de 227 blessés. Pour Abu Dhabi, cette attaque a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, marquant la fin de la retenue. Les mots prononcés par le conseiller de l'amir de Fujairah ont été particulièrement durs et sans équivoque, déclarant « Par Dieu, ce que les États-Unis et Israël ont commencé mais n'ont pu terminer, nous, les Émirats arabes unis, le ferons. Nous, les Arabes, apporterons la fin de l'Iran. » Face à cette agression, le ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis a annoncé le passage à l'enseignement à distance pour toutes les écoles à compter du 5 mai. Parallèlement, les protocoles de la défense civile ont été élevés au niveau d'alerte le plus élevé. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré solennellement qu'il se réservait le droit d'apporter une réponse complète et légitime à cette agression. Les observateurs estiment qu'il ne s'agit plus de simple rhétorique diplomatique. La transition vers l'action militaire pourrait déjà avoir commencé, et les Émirats arabes unis ne sont pas isolés dans cette colère et cette détermination. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, a tenu un appel téléphonique urgent avec le président des Émirats arabes unis pour exprimer son soutien indéfectible, affirmant « Nous condamnons et rejetons fermement les attaques iraniennes injustes ciblant notre frère, les Émirats arabes unis. » L'Arabie saoudite a confirmé officiellement qu'elle se tient aux côtés des Émirats arabes unis pour défendre leur sécurité, et des réunions conjointes entre les commandements militaires des deux pays ont débuté au cours des dernières heures. Le développement le plus surprenant dans cette recomposition géopolitique est venu du Qatar. Doha, qui entretenait des relations tendues avec les Émirats arabes unis depuis des années et qui se tenait relativement proche de l'Iran, a fermement condamné les attaques iraniennes et a déclaré sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis. Le changement de position du Qatar, opéré aussi rapidement et discrètement, peut être évalué comme le produit de la diplomatie active menée par l'administration Trump dans la région au cours de l'année et demie écoulée. Dans la foulée de cette dynamique régionale, Bahreïn a officiellement déclaré l'état d'urgence national et a suspendu les vols. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont émis des NOTAM, avis aux navigateurs aériens, introduisant des restrictions limitées dans leurs espaces aériens respectifs. La dimension la plus critique de cette nouvelle coalition réside dans le fait que les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn, ont signalé leur volonté de se joindre à une guerre indépendante contre l'Iran dans leurs propres eaux, sans la participation directe des États-Unis et d'Israël. Ce positionnement pourrait changer la donne stratégique de manière fondamentale. Jusqu'à présent, ce conflit potentiel était perçu comme la guerre de Trump ou la guerre d'Israël. Mais si la coalition arabe entre sur le champ de bataille au nom de la légitime défense légitime, cela transforme l'histoire du conflit. S'opposer à la légitime défense légitime de nations arabes attaquées sans provocation directe devient diplomatiquement et politiquement beaucoup plus difficile pour la communauté internationale. Derrière cette quête arabe de vengeance se cache une infrastructure militaire extrêmement sérieuse et puissante. Selon une analyse détaillée de Chatham House, publiée en mars 2026, la Royal Saudi Air Force exploite 449 avions de combat, y compris des variantes avancées de F-15, des Eurofighter Typhoon et des Tornado. Cette flotte est évaluée comme supérieure à la puissance aérienne de l'Iran en termes de modernité, de flexibilité et de capacité de frappe, constituant un inventaire que de nombreux pays de l'OTAN pourraient envier. Le budget de défense de l'Arabie saoudite
s'élèvent à 75 milliards de dollars, dépassant ceux de pays comme la Russie, la France et le Japon. Sur le plan de la défense antiaérienne, 108 lanceurs patriotes sont déployés à travers 6 bataillons, constituant le plus grand réseau patriote existant en dehors des États-Unis. Depuis le début des hostilités, il est estimé que ces systèmes ont intercepté entre 75 et 90 missiles balistiques iraniens. De plus, tout au long de la campagne du Yémen, qui a duré une décennie, les pilotes saoudiens ont effectué plus de 25 000 sorties de combat, produisant une génération de pilotes expérimentés au combat que ni le Qatar, ni les Émirats arabes unis, ni aucun autre État du Golfe ne possèdent dans la même mesure. Par ailleurs, un accord pour l'acquisition de F-35 a été signé parallèlement à l'octroi du statut d'allié majeur non-OTAN, ouvrant la porte à l'accès aux systèmes d'armes américains les plus avancés. Du côté des Émirats arabes unis, le tableau militaire est différent mais tout aussi puissant. L'armée émiratie, que le général James Mattis a surnommée la Petite Sparte, a acquis une expérience de combat significative au Yémen, en Libye, en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Et selon Chatham House, elle a surpassé ses homologues saoudiens au Yémen. Les avions de chasse F-16 Block 60 des Émirats arabes unis sont considérés comme plus avancés que les propres F-16 de l'armée américaine, étant équipés d'une capacité de renseignement supérieure. Les Émirats arabes unis participent aux exercices Red Flag des États-Unis depuis 2009 et l'intégration du système de défense antimissile THAAD se poursuit activement. À ces capacités établies s'est ajouté un afflux massif d'armes au cours des dernières semaines. Selon un rapport d'Al Jazeera du 3 mai, les États-Unis ont approuvé une vente d'armes d'urgence de 8,6 milliards de dollars, fournissant des systèmes Patriot, des roquettes guidées APKWS et des systèmes radars avancés au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Israël. L'administration Trump a contourné l'examen du Congrès en utilisant ses pouvoirs d'urgence pour accélérer ses livraisons. La dimension la plus frappante de cette préparation militaire pourrait être la coopération établie avec l'Ukraine. Selon un rapport de Reuters du 15 avril, le président Zelensky a signé un accord sur 10 ans concernant les drones avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Plus de 200 experts ukrainiens ont été envoyés dans le Golfe, et des installations de formation et de production conjointes ciblées contre les drones Shahed iraniens ont été établies. Des systèmes anti-drones, des drones intercepteurs, des technologies de guerre électronique et le système SkyMap ont été activés. L'expérience de défense asymétrique de l'Ukraine, distillée au cours de plus de 2 ans de guerre contre la Russie, est directement transférée aux armées du Golfe. Cette coopération pourrait avoir brisé, dans la pratique, la supériorité en matière de drones dont le CGRI se vantait depuis des années. Du côté des États-Unis, le flux de forces militaires vers la région ne s'arrête pas. Des Super Hornets décollent du porte-avions USS Abraham Lincoln, tandis que les avions cargo, les flottes de ravitailleurs et les avions de chasse continuent d'affluer vers le Moyen-Orient. Lorsque ce tableau militaire est évalué dans son ensemble, combinant la puissance aérienne saoudienne et émiratie, la défense multicouche Patriot et THAAD, la technologie de drones ukrainienne, le flux d'armes américaines et les pilotes expérimentés au combat, la dissuasion des pays du Golfe contre l'Iran semble plus élevée que jamais. En contraste, l'Iran ne dispose plus de marine pour contrer cette force, ni de puissance aérienne significative, ni de défense antiaérienne adéquate. Les attaques du CGRI ne se sont pas limitées au Golfe. Le navire HMM Namu, battant pavillon sud-coréen, a été frappé près d'Ormuz, et 2 cargos britanniques ont subi des dommages dans leur salle des machines. Selon un rapport de Reuters du 5 mai, la Corée du Sud a lancé une enquête, et Donald Trump a demandé le soutien de Séoul. Une contribution potentielle de la Corée du Sud, en termes de logistique ou de renseignement, pourrait renforcer la coalition arabe et ouvrir un nouveau front contre les menaces asymétriques. Selon le Guardian, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, est resté silencieux pendant plus de 30 heures, mais la participation du Royaume-Uni
aux opérations de sécurité maritime ou au partage de renseignements, pourrait partiellement sécuriser le trafic dans le détroit d'Ormuz. Si cette expansion des alliés se concrétise, la sécurité du détroit d'Ormuz se transformera d'une question régionale en un enjeu mondial, acculant l'Iran encore davantage. Plusieurs scénarios critiques sont actuellement sur la table pour les heures et jours à venir. Le premier scénario envisage une riposte symbolique des Émirats arabes unis, consistant à tirer un missile sur une base militaire ou un lanceur de missiles à l'intérieur de l'Iran, permettant à Abu Dhabi de déclarer avoir obtenu vengeance avant de se retirer. Les réunions tenues ce soir entre les commandements militaires saoudiens et émiratis pourraient discuter précisément de cette option, mais un facteur critique entre en jeu, Donald Trump. Il est hautement probable que le président Trump ait dit à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis d'attendre, affirmant que la situation est sous contrôle et demandant de ne pas gâcher le plan d'ensemble. L'analyse suggère que les Américains sont en train d'étrangler le régime iranien par le blocus, et c'est précisément la raison pour laquelle le CGRI agit de manière désespérée, n'ayant plus d'autres options. Le deuxième scénario, rapporté par des sources de CNN le 4 mai, prévoit la reprise des frappes américano-israéliennes contre des cibles militaires à l'intérieur de l'Iran dans les prochaines 24 heures. L'armée israélienne est déjà en état d'alerte maximale. Cette fois, les cibles pourraient s'étendre aux installations nucléaires d'Ispahan et aux infrastructures militaires de Boucher. Le fait que des ordres d'évacuation aient été émis pour les raffineries dans le sud de l'Iran indique que Téhéran est également inquiet face à ce scénario. Le troisième scénario envisage une action de la coalition arabe en coordination avec les États-Unis et Israël, où les puissances aériennes émiraties et saoudiennes frapperaient des cibles fixes à l'intérieur de l'Iran, telles que des ports, des rampes de lancement de missiles et des stations radars. Selon l'analyse de Chatham House, les défenses antiaériennes de l'Iran ont déjà été lourdement endommagées par les frappes précédentes des États-Unis et d'Israël, ce qui rend la frappe de cibles fixes plus faisable pour les F-15 saoudiens et les F-16 émiratis. De plus, le CGRI ne disposerait plus de forces conventionnelles pour contrer cette coalition massive. Comme l'a formulé Donald Trump, tout ce qu'il leur reste, ce sont des petites embarcations. Il convient également de comprendre le calcul stratégique du CGRI. Le régime iranien a tendance à connaître des conflits internes en période de cessez-le-feu, mais retrouve son unité en temps de guerre. Le blocus économique tue lentement le régime, qui ne peut ni se rendre, ni maintenir le statu quo actuel. La seule option restante pour le CGRI est donc la guerre, espérant qu'en temps de conflit, il pourra survivre à l'ennemi en se cachant et en faisant traîner les choses en longueur. Cependant, ils n'ont pas en face d'eux des adversaires prêts à abandonner. Donald Trump, Benjamin Netanyahou, Mohammed Ben Salman et maintenant la coalition arabe, aucun de ces acteurs ne correspond au profil de quelqu'un qui reculerait. Dans ce contexte, l'effort du président Pezeshkian pour contenir le CGRI n'apparaît pas réaliste. Le CGRI détient les armes, le renseignement et le contrôle opérationnel, tandis que le président Pezeshkian ne dispose que de la rhétorique. La perspective de voir ce conflit interne basculer en faveur de la branche civile à court terme est évaluée comme une probabilité extrêmement faible compte tenu de l'équilibre des forces sur le terrain. L'Iran a tenté d'allumer un feu à l'étranger pour éteindre les flammes à l'intérieur, mais le vent a tourné. Et maintenant, ces flammes, nourries par la rébellion de Pezeshkian de l'intérieur et la colère de la coalition arabe de l'extérieur, ont envahi le régime plus puissamment que jamais. L'Iran pourrait se trouver au point de rupture le plus critique de son histoire. À l'intérieur, le président a déclaré la guerre au CGRI, mais ce dernier n'écoute pas. À l'extérieur, le monde arabe s'est uni et réclame désormais une vengeance totale. Derrière eux se tiennent les F-15 saoudiens, la petite Sparte des Émirats arabes unis, 8,5 milliards de dollars d'armes américaines et le bouclier de drones ukrainien. L'Iran n'a plus de forces conventionnelles pour contrer cette coalition massive. La guerre est de retour, et cette fois l'Iran est seul, fissuré de l'intérieur et assiégé de l'extérieur.
Comment l'Iran a-t-il pu finir par tomber dans ce piège stratégique massif qui a finalement conduit à sa chute potentielle? Comment les fondations de cette unité arabe et du siège actuel ont-elles été concrètement jetées? Il est nécessaire de prendre du recul pour saisir la véritable signification des événements en cours. Pendant 40 ans, l'Iran a poursuivi une stratégie dans le Golfe basée sur le postulat « Je ne suis pas votre ennemi, je suis l'ennemi des États-Unis ». Cette stratégie impliquait une pression indirecte via des milices par procuration, le dialogue par des canaux diplomatiques, la médiation via le Qatar, les négociations via Oman et le commerce via les Émirats arabes unis. Dans la nuit du 18 mars, Téhéran a brûlé de ses propres mains l'accumulation de 40 ans de cette stratégie diplomatique. En frappant l'installation de GNL du Qatar, en menaçant les infrastructures gazières des Émirats arabes unis et en lançant des missiles sur Riyad, l'Iran a posé des actes d'ennemi direct. Le résultat est sans appel. Tous les médiateurs potentiels sont devenus des ennemis, tous les canaux de dialogue se sont fermés et l'ensemble du Golfe a basculé dans le camp des États-Unis. Il y a quelques mois à peine, le Qatar accueillait des négociations américaines avec les talibans, des pourparlers de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et des discussions nucléaires entre l'Iran et l'Occident. Désormais, tout ce canal de médiation est fermé. Le Pakistan a déployé 15 000 soldats en Arabie saoudite, positionnant le voisin oriental de l'Iran du côté de Riyad. La Turquie a participé à la réunion de consultation à Riyad. L'Égypte, la Jordanie et la Syrie sont à la même table de discussion. La Russie se qualifie d'ami fidèle, mais n'offre aucun soutien concret, aucun transfert de défense antiaérienne, aucune aide militaire et n'a tenté aucun veto à l'ONU. La Chine reste silencieuse. Pékin est le plus grand acheteur de pétrole iranien, mais ne veut pas risquer son volume commercial massif avec les pays du Golfe. L'isolement international de l'Iran est encore plus profond que sa défaite militaire potentielle. Le cercle se referme autour de Téhéran, et c'est l'Iran lui-même qui en est l'artisan. Combien de temps un pays de 88 millions d'habitants, écrasé par les sanctions, avec ses infrastructures bombardées et son leader assassiné, peut-il soutenir cette guerre contre un bloc du Golfe représentant 2000 milliards de dollars? Une phrase dans l'analyse de la Maison des Saouds résume la situation. L'armée que l'Arabie saoudite a construite pour une guerre dont elle ne voulait pas est la force militaire arabe la plus capable assemblée depuis que l'Égypte a traversé le canal de Suez en 1973. Dans la nuit du 18 mars, l'Iran a réduit en cendres 40 ans de capital diplomatique en une seule nuit. Les diplomates du Qatar ont été expulsés, l'armée d'Arabie saoudite est en état d'alerte maximale et les institutions iraniennes aux Émirats arabes unis sont fermées. Les mots du prince Faisal résonnent. Nous n'avons pas peur. L'opération irano-saoudienne a causé 20 milliards de dollars de dommages du jour au lendemain, mais en retour, elle a perdu 40 ans de ponts arabes, fermé les portes diplomatiques de 6 pays, tourné un arsenal saoudien de 600 milliards de dollars contre elle-même, et surtout, elle a construit de ses propres mains la coalition dirigée par les États-Unis que l'OTAN avait rejetée, mais que le Golfe a acceptée. Téhéran pensait que sa stratégie forcerait le monde à un cessez-le-feu. C'est l'inverse qui s'est produit. Au lieu de reculer par peur, le Golfe s'est aligné aux côtés des États-Unis. Le coût du désespoir est toujours bien au-delà de ce qui est calculé. Le prochain mouvement de l'Arabie saoudite, qu'il s'agisse d'une frappe de représailles, d'une opération coordonnée avec les États-Unis ou d'un étranglement géoéconomique, déterminera non seulement le cours de la guerre avec l'Iran, mais aussi la forme de l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient pour une génération. L'armée la plus chère, l'économie la plus riche et l'arsenal le plus grand du Golfe sont désormais concentrés sur une cible unique. Les mots finaux du prince Faisal servent de rappel à toutes les parties concernant la durée de ce conflit potentiel. Combien de jours ont